Bienvenue à tous, ici Gia, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on va se pencher sur une histoire que tout le monde connaît, certainement, à moins que vous ayez habité dans une grotte les 20 dernières années, mais on va la traiter comme une histoire criminelle et essayer de comprendre ce qui s'est passé et remonter aux origines du conflit. Comme vous le savez, une personne vient d'être arrêtée pour le meurtre de Tupac et on va donc se pencher sur ce cas ensemble. Avant de commencer la vidéo, je préfère prévenir les puristes de Tupac. Je vous préviens, c'est pas du tout une rétrospective de la vie de Tupac, je pourrais pas mettre toutes les infos qui le concernent, parce qu'entre sa vie privée, sa vie publique, donc sa vie d'artiste, et le reste, je m'en sortirais pas, c'est impossible. Il faudrait à peu près 5 heures de vidéo, je pense, au bas mot, avec tout ce que j'ai trouvé qui concerne la vie de Tupac, donc, je vous préviens, il y aura pas tout, c'est sûr et certain. À côté de ça, certainement que je vais écorcher des noms, parce que ne serait-ce que le nom de sa demi-sœur, je l'écorche à chaque fois. Donc je vous préviens, si je fais des erreurs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça rajoutera des infos à la vidéo pour ceux qui éventuellement tomberont sur les commentaires. Mais soyez gentils et souriants si j'ai fait des erreurs, me clashez pas dans les commentaires et soyez indulgents s'il vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, si vous êtes prêts, c'est parti, penchons-nous ensemble sur l'histoire de Tupac. Mais avant de passer à son meurtre et à l'enquête qui va suivre, on va d'abord se pencher sur la vie de Tupac. Alors à tous les fans absolus, souvenez-vous, j'ai pas pu mettre toutes les infos, d'accord? Le vrai nom de Tupac était Leusan Parrish Crooks, mais sa mère elle a rebaptisé Tupac Amaru Shakur un peu moins d'un an après sa naissance, en l'honneur d'un souverain inca qui s'appelait Tupac Amaru et qui a lutté contre l'invasion espagnole. Tupac Amaru veut dire serpent brillant et Shakur veut dire reconnaissant envers Dieu. Tupac s'appelait donc serpent brillant, reconnaissant envers Dieu. Ce qu'on sait de Tupac, c'est que c'est quelqu'un qui avait vraiment un grand cœur et une sensibilité, comme on le verra par exemple dans les chansons dédiées à sa maman ou à la recherche de son âme sœur. On sait aussi que c'est quelqu'un de très travailleur, étant donné que la dernière année de sa vie, il a quand même produit plus de 150 chansons. Mais à côté de ça, il avait aussi un côté sombre. Il a aussi fait d'énormes bêtises et a donc fini derrière les barreaux plusieurs fois. Ça a l'air d'être quelqu'un d'engagé puisqu'il voulait changer les choses. Il voulait une réelle égalité entre les classes sociales et crachait littéralement sur le système qui étouffe les petits et valorise les grands. Et par ses textes, il était engagé dans le but de changer les choses. Il espérait pouvoir changer les mentalités. Tout ce que je viens de vous dire sur la personnalité de Tupac, il l'a appris bien sûr de son enfance et de son éducation, donc c'est-à-dire tout ce qui est lié à la justice, tout ce qui est lié à l'égalité et au combat pour la justice, ça lui vient de son éducation, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Tupac naît le 16 juin 1971 à Harlem, à New York, et il a 2 noms de scène. Le premier, Tupac, celui qu'on connaît tous, le deuxième, Machiavelli, qui est le diminutif de Machiavelli, The Don Killuminati. Comme je vous l'ai dit, ces textes sont engagés parce qu'il a grandi dans un ghetto où il a été habitué à la violence, à la misère, au racisme, aux conflits permanents, à la drogue, aux armes, et tout ça, ça lui convient pas. Lui, il aimerait changer les choses et vivre dans un endroit où tout le monde se sent en sécurité et où les armes ne sont pas en circulation libre et permettent à des gens de s'entretuer. Mais comme je vous l'ai dit, de la violence, il en voit puisqu'il a grandi dans un ghetto. Et en plus de ça, son père et sa mère étaient des membres très actifs du Black Panther dans les années 60 et 70 à New York. La maman de Tupac s'appelle Afeni Shakur et son papa, Billy Garland, lui est dealer au moment où ils se rencontrent. Quand Tupac est né, ça faisait seulement 1 mois que sa maman avait été acquittée de plus de 150 accusations de complot contre l'État et de dégradation de monuments. Comme je vous l'ai dit, c'était une militante ardente, elle était dans les Black Panthers, elle rigolait pas, et donc du coup voilà, elle a fait des bêtises et elle a eu 150 accusations et elle a été acquittée de tout. C'est une chance phénoménale qu'elle ait pu voir son fils grandir finalement, parce que si elle n'avait pas été acquittée, je peux vous garantir que la peine aurait pu être sévère quand même. Elle a été accusée parce qu'en avril 1969, beaucoup de membres du Black Panthers 21 ont été arrêtés pour complot contre le gouvernement, et c'est pour ça qu'elle a choisi d'appeler son fils Leusan Parrish
Crooks parce qu'elle avait peur qu'on essaye de s'en prendre d'une façon ou une autre à son fils. Après sa séparation avec Billy, donc le père de Tupac, elle lui donnera le nom de son nouveau mari qui s'appelle Mutulu Shakur. Mutulu a un fils plus âgé que Tupac qui s'appelle Moprem et sa mère et son nouveau bon-père, donc, auront une fille 2 ans après la naissance de Tupac et ils l'appelleront Sekiwa. Et comme je vous l'ai dit, Tupac, depuis sa petite enfance, aura l'habitude du coup de vivre avec des personnes qui se battent pour leurs convictions, mais font aussi de grosses bêtises et vont en prison. Par exemple, son parrain Elmer Geronimo Pratt, qui faisait lui aussi partie des Black Panthers, va être reconnu coupable du meurtre d'un professeur lors d'un vol en 1968. Mais sa peine va être annulée faute de preuves. Son beau-père, donc Mutulu, va carrément être inscrit pendant 4 ans sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, donc de 1982 à 1986, parce qu'il est accusé d'avoir aidé sa sœur, Assista, à sortir d'une prison où elle était incarcérée parce qu'elle avait abattu un policier en 1973. J'ai pas réussi à trouver comment il a fait pour la faire sortir de prison, mais en tout cas, il sera finalement arrêté en 1986 et emprisonné parce qu'en 1981, il a participé au braquage d'un fourgon de la Brinks pendant lequel 2 policiers ont été tués. Donc là, c'est-à-dire que on a réussi à le retrouver pour le mettre en prison pour avoir aidé sa sœur à sortir de prison. Et finalement, il sera emprisonné pour meurtre parce qu'il y a eu 2 policiers tués pendant un braquage. Comme vous imaginez, c'est pas forcément le meilleur des cadres pour grandir pour un gamin. Les adultes font des bêtises, partent en prison, ressortent, font d'autres bêtises, aident carrément des gens à sortir de prison, retournent en prison, ressortent, commettent carrément des meurtres. Bref, c'est hyper compliqué à comprendre, à gérer et à analyser pour un gamin, et Tupac à ce moment-là est encore un enfant. Quand il a 12 ans, Tupac va décider de s'inscrire à un groupe de théâtre à Harlem et il sera carrément choisi pour jouer le rôle principal de la pièce de l'année où il a décidé de s'inscrire, et c'est comme ça que naîtra sa passion pour la poésie, l'art, le théâtre, la comédie et futurement le rap. En 1986, la famille de Tupac déménage à Baltimore dans le Maryland et Tupac continuera à étudier le théâtre et il commencera même à ce moment-là la poésie, le jazz et la danse-ballet, donc c'est-à-dire le classique. Il jouera des pièces de Shakespeare et aura même le rôle du roi des souris dans Casse-Noisette. Dans le même temps, il fera des concours de rap où il sera accompagné par un de ses potes qui lui fera du big box et ils remporteront la plupart des concours qu'ils feront tous les deux. Et je peux vous dire qu'il va en faire un paquet et c'est comme ça qu'il sera considéré comme le meilleur rappeur de son école. Tupac à ce moment-là deviendra extrêmement populaire dans son école. Forcément, il est connu pour ses textes de rap, qui gagne à chaque fois, donc il commence à avoir une petite notoriété auprès de ses amis à cause de ça. En plus, c'est un gars qui est super marrant, il s'entend facilement avec tout le monde, c'est absolument pas le plus riche de l'école, il a pas de vêtements à la mode, ni de vêtements marque, mais c'est quand même le plus populaire de l'école. Et comme le monde est petit, à cette époque, Tupac va développer une amitié avec Jada Pinkett, qui est la future femme de Will Smith. En fait, ils se sont connus enfants et ils vont rester amis jusqu'à la mort de Tupac. Tupac dira de Jada, « Jada est mon cœur et elle sera mon amie pour toute ma vie. » Jada, elle de son côté, dira « Il est l'un de mes meilleurs amis. » Et après sa mort, elle dira « Il était comme un frère. C'était au-delà de l'amitié pour nous, le type de relation qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans sa vie. » 2 ans après son installation dans le Maryland, donc en juin 1988, Tupac et sa famille vont encore déménager, cette fois-ci à Marin City en Californie. À ce moment-là, il a 17 ans et il va commencer à fréquenter les cours de poésie d'une professeure qui s'appelle Leila Steinberg. Et pendant un concert que cette professeure organisera, Tupac sera remarqué et il sera recruté par un groupe de hip-hop d'Oakland et en 1990, donc à ses 18 ans, il est engagé comme danseur dans le groupe. Pendant l'année 90, il va participer à plusieurs albums et en 91, il va se lancer tout seul. Pendant sa tournée avec le groupe, il a eu le temps de trouver son style de musique, de s'acheter son propre matos. Donc le 12 novembre 1991, il lance son premier album solo. Ça n'a pas été si simple que ça d'arriver à publier son album parce qu'au début, on ne voulait pas le commercialiser.
Et finalement, il arrivera à le faire publier. Il fera un très bon classement grâce à son implication politique et aux dénonciations qu'il fait dans son album par rapport au comportement, par exemple, des policiers face à la classe pauvre ou encore face aux personnes de couleur. Bien sûr, comme toujours à côté de ça, il y a des gens qui sont pas contents, comme par exemple les parents, qui trouvent que les textes sont beaucoup trop crus et trop vulgaires pour de chastes oreilles infantiles. Et le vice-président des États-Unis sera de l'avis des parents en disant que les paroles sont effectivement très crues. Pour autant, en 1993, il sortira un second album, qui sera celui-ci disque de platine. Et il sera finalement un des 10 albums qui vendra le mieux de tous les albums qu'il a fait, avec un total de 1 366 000 exemplaires vendus jusqu'à nos jours. Il s'essayera aussi au cinéma dans 2 rôles en 1992 et 1993, où il jouera aux côtés de Janet Jackson, et grâce à ses rôles au cinéma, il se fera un peu plus connaître. En tout, avant le sort fatal qui attendait ce génie du rap, il aura le temps de sortir 5 albums entre 1991 et 1996. À la fin des années 93, Tupac créera avec ses potes le groupe Thug Life. Mais pour Tupac, Thug Life, qui veut dire littéralement vie de voyou, est plutôt une philosophie. En réalité, il y a un message caché là-dessous, parce que ce qu'il prône, c'est absolument pas la vie de voyou, mais plutôt le fait que la vraie vie, c'est de se battre pour atteindre ses buts, et donc de partir de bas. Autrement dit, un riche ne peut pas vivre une thug life, parce qu'il aura tout directement, sans avoir à se battre. Alors qu'une personne née dans des conditions plus précaires, elle vivra une thug life, si elle arrive à se battre et à réussir, et aller jusqu'au bout de ses rêves. Donc derrière ce message caché de vie de voyou, en réalité c'est plutôt une philosophie de vie, puisque c'est un acronyme, et qu'en réalité, Thug Life, ça veut dire la haine que vous transmettez aux enfants se retourne contre nous tous. Et c'est tellement devenu une philosophie de vie qu'il se le fera carrément tatouer sur le ventre, et par rapport à cette phrase, il dira « Je ne suis pas un gangster et je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas un voleur qui s'empare de votre sac à main. Je ne suis pas non plus le gars qui fait du carjacking. J'ai un emploi, je suis un artiste. » Bon, jusque-là, on a parlé des bons côtés de la vie de Tupac. Maintenant, on va parler d'un côté de sa vie qui est beaucoup moins glorieux. Comme vous l'avez certainement compris ou entendu, Tupac a eu beaucoup de démêlés avec la justice. Et en réalité, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y a eu même des accusations qui étaient graves, dont des accusations de meurtre, comme vous allez le voir maintenant. On va commencer en 1991. Au début de sa carrière, Tupac va porter plainte contre les policiers d'Oakland et demander 10 millions de dollars d'indemnité en réparation pour quelque chose que les policiers auraient fait de mal. La chose en question, c'était que, apparemment, Tupac aurait traversé d'une façon qui n'aurait pas plu aux policiers, et les policiers, pour cette toute petite faute, lui seraient tombés dessus et l'auraient littéralement tabassé. Là, entre guillemets, Tupac est clairement en train de dire que les policiers l'ont tabassé parce qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau. Donc il a décidé de porter plainte et d'essayer de faire revendiquer ses droits et de prouver que les policiers l'avaient frappé en dehors de la loi, en dehors des clous. On frappe pas quelqu'un parce qu'il a pas marché sur un passage piéton, quoi. Et c'est pour ça qu'il ira au tribunal. On est 1 an plus tard et Tupac a sorti son album Tupacalypse Now, qui marche très fort. Dans cet album, il a bien sûr des chansons violentes, dont une sur le meurtre de policiers. Mais c'est surtout un album dans lequel il parle des problèmes dont les jeunes Afro-Américains sont victimes, comme par exemple la violence policière, la discrimination, l'acharnement judiciaire, etc. Mais malheureusement, un adolescent va tuer un policier en écoutant cet album, et notamment la fameuse chanson Violence, et dont Tupac sera mis sur le pilori à cause de ça, et en particulier par le fameux vice-président des États-Unis dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui dira que cet album n'a pas sa place dans leur société, que le langage est explicite et incite à la violence, et du coup Tupac, sans le vouloir et sans même avoir de rapport avec cette histoire, sera mêlé dans la tête des gens et du grand public au meurtre d'un policier. Et là par contre je vais vous raconter une histoire de dingue, donc j'espère que vous êtes prêts parce que celle-là je la connaissais pas. On est le 22 août 1992 à Marine City. Tupac vient de faire un show, il est en train de signer des autographes depuis environ 1 heure, quand une rumeur va se répandre doucement dans le public. La rumeur, c'est que Tupac aurait mal parlé sur le village de Marine City.
Donc le ton va commencer à monter. Alors ouais, je vous le dis tout de suite, c'est une raison complètement débile. Moi demain, on vient mal parler de mon petit patelin, je vais pas m'énerver et aller commencer à agresser les gens. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. À ce moment-là, Tupac est avec son frère, donc son demi-frère Mopren, et quand ils vont voir la foule commencer à s'énerver et à mal leur parler, à les bousculer, en fait, ils vont paniquer et Tupac va sortir un pistolet, un 9 mm de sa poche, et il va carrément le faire tomber avec la panique. Comment Tupac pouvait avoir un 9 mm dans sa poche? Je vous le donne en mille, les gars, on est aux États-Unis. Les armes, c'est quasiment légal dans tous les États, donc bien sûr que Tupac peut avoir un 9 mm sur lui s'il a le permis, et a priori, il l'avait. On ne sait pas s'il avait vraiment l'intention de s'en servir, parce qu'il a paniqué quand il a vu la foule s'énerver, ou alors s'il l'a juste sorti pour leur faire peur et les faire reculer, mais en tout cas, il va laisser tomber son arme, comme je vous l'ai dit, et va dire à son frère de ramasser le flingue. Et là, Mopren va tirer entre 3 et 6 balles. Est-ce qu'il a tiré sur le coup de la panique en pensant toucher personne? On n'en sait rien, mais toujours est-il que le pire qui aurait pu arriver est arrivé, c'est-à-dire que l'une de ces balles va toucher un enfant mortellement. Ce petit loulou s'appelle Quade Walker Till et il a 6 ans à ce moment-là. Il était en train de faire du vélo tranquillement dans la cour de l'école qui était à une centaine de mètres de la scène et il a été malheureusement touché en plein front. Là, vous imaginez bien ce qui s'est passé, la foule s'est énervée direct, ils ont commencé à s'en prendre à Tupac et à Mopren, normal au vu de ce qui vient de se passer, et bien sûr, Tupac et Mopren vont essayer de se faufiler et de s'enfuir le plus vite possible en voiture, mais la voiture va carrément être arrêtée par la foule totalement hystérique, juste en face d'un poste de police. Et c'est exactement ce qui va sauver les fesses de Tupac et Mopren, c'est que les policiers vont intervenir et vont venir à leur secours et les placer en garde à vue. Après une scène comme ça, on se dit qu'ils vont finir en prison. Eh ben non, ils vont être relâchés et libérés sans aucune inculpation. Heureusement, en 1995, il va quand même y avoir un procès qui va être organisé par la maman du petit qui a été tué. Et on se dit que le petit Quade va enfin pouvoir avoir justice, mais en réalité, ça va pas être exactement ce qui va se passer. L'avocat de Tupac au procès dira que le festival a très mal tourné et que Tupac est attristé par la mort du petit, et donc la maison de disques de Tupac va régler entre 300 000 et 500 000 dollars à la maman du petit qui a été abattu, et c'est comme ça que l'histoire va être réglée. Donc personne n'ira en prison, ni Tupac, ni Mopren. Et là, il y a encore une histoire de dingue dont je vais vous parler. Pareil, celle-là, je la connaissais pas, mais sérieusement, c'est un truc de fou ce qui s'est passé, et surtout la façon dont ça s'est fini, cette histoire, encore une fois. Donc on est en 1993, et cette fois on est à Atlanta. Tupac est donc à Atlanta avec des potes, en train de profiter de sa soirée, quand il va croiser la route de deux frères qui s'appellent Mark et Scott Whitewell, et qui eux sont en train de fêter le fait que l'une de leurs femmes vient d'être acceptée au barreau, elle devient donc avocate, et ils sont sortis boire le champagne, faire un resto, bref, fêter ça. Et là, par pur hasard, la route des deux petits couples, donc Mark, Scott et leurs deux femmes, et le groupe d'amis de Tupac vont se croiser au moment où la voiture de Tupac va frôler les deux couples, Mark, Scott et leurs femmes, sur un passage piéton. Là, forcément, Mark et Scott et les potes à Tupac et Tupac commencent à s'embrouiller, et malheureusement, ça va partir complètement en cacahuète. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais toujours est-il que Tupac a tiré sur les deux frères. Donc l'un a reçu une balle dans la fesse et l'autre dans la jambe. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que ces deux frères, ils sont policiers, mais ils sont hors service à ce moment-là, vu qu'ils sont en train de profiter de leur soirée, ils sont pas en activité, on va dire. Donc là, bien sûr, vous imaginez bien que tout le monde va débouler. On est à Atlanta, il vient d'y avoir une fusillade, une altercation qui a dégénéré. Les voisins ont donc appelé la police pour qu'ils interviennent au plus vite, et c'est ce qui va se passer. Quand les policiers vont arriver, ils vont se rendre compte qu'il y a un impact de balle dans la voiture de Tupac et de ses potes. Donc ils vont commencer à parler à Mark et à Scott, qui sont donc leurs collègues policiers. Ils sont hors service, mais ils les connaissent, c'est leurs collègues. Et d'un autre côté, ils ont le groupe Tupac et leurs potes. Donc quand ils vont parler à Mark et à Scott, Mark et Scott diront « On n'a absolument pas tiré sur la voiture de ce monsieur ». Et quand ils vont demander à Tupac si c'est bien lui qui a tiré sur Mark et Scott, Tupac niera avec véhémence. Et malheureusement, je ne sais pas comment c'est possible, mais les policiers n'ont pas pu prouver ni la version des deux frères,
ni la version de Tupac et de ses potes, et donc l'histoire va être classée comme ça. Alors moi là-dessus j'ai ma petite théorie quand même, parce que il y avait des balles par conséquent. Si les frères sont fait tirer un dans la fesse et un dans la cuisse, bah soit les balles elles ont été traversantes, mais dans la fesse ça me paraît quand même bizarre, ou alors ça a ricoché, soit on pouvait récupérer les balles, les comparer avec une arme qui aurait éventuellement pu être trouvée sur le groupe de Tupac et de ses potes, donc là on aurait une preuve, et vice versa dans la voiture de Tupac, on aurait pu retirer la balle et aller la faire analyser pour voir si ça correspondait au flingue d'un des deux policiers en civil, entre guillemets, qui s'est fait tirer dessus. Mais là, il n'y a aucune analyse qui a été faite de ce que j'en sais, vu qu'ils ont pas trouvé de preuves. Donc moi, ma théorie, c'est que dans l'histoire, il y avait deux collègues à eux qui concrètement ont quand même tiré une balle, ils n'avaient pas le droit de le faire. Peut-être même qu'étant donné qu'ils n'étaient pas en service, ils n'avaient même pas le droit d'être armés. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas enterré l'affaire sous le tapis en se disant on va pas embêter deux collègues, et en plus là il y a le groupe de Tupac qui est quand même connu à ce moment-là, Tupac, donc voilà, on va enterrer l'affaire, rien ne s'est passé, on peut rien prouver, hop là, et niveau inconnu je t'embrouille, l'affaire est classée. Je vous dis, c'est encore une histoire de dingue, parce que là, concrètement, il n'y a rien de prouvé, rien de prouvable, mais il y a une question qu'on peut quand même se poser. Est-ce que Tupac aurait pas tiré en légitime défense? Je veux dire, là, il avait deux flics en civil qui commencent à s'énerver, peut-être que l'un d'eux a tout simplement sorti son flingue, et que Tupac, a réagi, a sorti le sien aussi, et que c'est parti en fusillade comme ça. Donc c'est vrai que la question de la légitime défense pour Tupac se pose aussi à ce moment-là. Bon, là par contre, on va parler d'une histoire qui est largement moins basée sur la légitime défense. On est en novembre 93, donc un mois après la fusillade dans la rue qu'il y a eu entre les frères et Tupac, et une jeune femme va porter plainte contre Tupac pour agression intime. Ce qu'elle explique, c'est que Tupac l'aurait agressée dans une chambre d'hôtel et encouragé ses potes à faire la même chose, donc elle est venue porter plainte. Quand on interrogera Tupac, il expliquera qu'elle était totalement consentante, qu'en fait ils ont eu des relations pendant plusieurs jours, et par exemple il va dire que les prémices, on va dire, de leur relation ont commencé dans une discothèque et qu'ils ont ensuite fini dans une chambre d'hôtel. Quelques jours après, la demoiselle serait revenue voir Tupac à son hôtel, et là il y a deux versions différentes de l'histoire. Elle dit qu'ils ont eu des rapports et qu'ensuite Tupac l'a forcé à avoir des rapports avec tous ses amis. Et Tupac, lui, de son côté, dira qu'il était au courant de rien, étant donné que quand elle est venue, il s'est endormi et qu'il s'est réveillé après qu'elle soit déjà partie. Mais là, cette fois, il y coupera pas. Le juge décrira le crime comme un acte de violence brutale contre une femme sans défense, parce que finalement, ils ont pu prouver qu'elle avait raison, et donc il va être puni pour ça d'1 an et demi de prison. En 94 aussi, il sera reconnu coupable d'avoir attaqué un producteur de film pendant son tournage, et pour ça, il sera condamné à 15 jours de prison et à une amende de 2000 $. On est toujours en 1994. Comme je vous l'ai dit, sa vie elle était extrêmement mouvementée. On est le 30 novembre, c'est la veille de l'annonce du verdict de son procès pour l'abus intime dont il a été accusé avec ses potes, et ce soir-là, Tupac est avec 3 personnes, dont son manager. Ils vont entrer dans le hall du studio et ils vont être suivis par 2 hommes armés et habillés en treillis. Et au moment où ils vont arriver devant les 2 ascenseurs, les 2 gars vont sortir leurs armes et tirer sur les personnes qui étaient avec Tupac et en profiter pour voler l'intégralité des bijoux de Tupac pour une somme de 40 000 $, et après ça vont s'enfuir immédiatement. Comme je vous l'ai dit, ils ont tiré des coups de feu, et ce jour-là, Tupac va recevoir 5 balles, dont, accrochez-vous bien, 2 à la tête, et son manager lui aussi sera touché une fois. La photo que vous voyez là actuellement, c'est Tupac après son agression. Là, sur cette photo, le gars vient de prendre 5 balles, dont 2 à la tête, je rappelle, ou alors certainement qu'ils lui ont effleuré, elles ont pas dû rentrer dedans, mais en tout cas, il a quand même été touché 5 fois, et là, le gars sur la photo, comme vous le voyez, c'est après son agression, il est conscient et même en train de bouger, c'est hallucinant. Pour cette agression, il a vraiment eu chaud aux fesses, étant donné que sur les 5 balles, il y en a 2 qui se sont plantées dans la tête, 2 qui se sont plantées dans l'aine, et une qui a traversé le bras et la cuisse. Tupac sera opéré immédiatement pour retirer toutes ces balles et essayer d'arrêter les hémorragies qu'il a, et seulement 3 heures après son opération, il va signer une décharge, dire allez ciao à ses médecins, et sortir de l'hôpital alors que le médecin n'était pas du tout d'accord. Et le lendemain, il sera bel et bien à son procès pour se prendre ses 1 an et demi de prison, et il se présentera à son procès en fauteuil roulant. Par rapport à cette agression et à ce vol de bijoux, Tupac avait sa petite idée.
Je sais pas s'il a complètement déraillé à cause du stress, de l'adrénaline ou encore des balles qu'il a reçues, ou alors si sa théorie était vraie, mais il va carrément accuser son manager d'être impliqué dans la tentative de meurtre et aussi au passage Puff Daddy. Bien sûr, ça va faire un esclandre, ça va être publié un peu partout, et en 2008, il va carrément y avoir un journal qui va devoir publier des excuses pour Puff Daddy parce qu'ils l'ont accusé faussement pour l'agression de Tupac. Finalement, on ne trouvera jamais les agresseurs et cette histoire, elle va en rester là, mais avouez que sérieusement, il s'est fait voler 40 000 $ de bijoux, tirer 5 balles dessus, il est sorti 3 heures après seulement de son opération de l'hôpital, sa vie, c'est un film au gars. Pour l'agression intime sur la demoiselle, il a été condamné le 6 février 1995 à 1 an et demi de prison comme je vous l'ai dit, donc le 14 février, il va commencer à purger sa peine. Un mois plus tard, il va sortir un album en hommage à sa maman et son disque va devenir numéro 1 de partout pendant 5 semaines. Ce qui va faire de Tupac le premier artiste à décrocher une première position dans un classement alors qu'il était en prison. Son album va se vendre à 240 000 exemplaires la première semaine. Il va établir un deuxième record à ce moment-là. Quelques mois plus tard donc, en octobre, son appel sera révisé, mais vu qu'il a eu beaucoup de frais de justice, il n'a pas la somme demandée pour la caution et il ne sortira donc pas de prison. Mais 3 mois plus tard, donc en janvier 1996, le directeur d'un label de musique qui s'appelle Suge va payer la caution de Tupac qui est de 1,4 million en échange de 3 albums de Tupac avec son label. Tupac dira qu'il est d'accord, signera pour faire 3 albums pour le label et sortira de prison. Dès sa sortie de prison, Tupac se replongera immédiatement dans la musique et comme je vous l'ai dit, il va être extrêmement productif jusqu'au jour fatal de sa mort. Comme je vous l'ai dit, il a eu une vie extrêmement mouvementée. En même temps, à cette époque-là, c'est un sacré bazar aux États-Unis, dans le monde du rap, entre les gangs, etc., c'est vraiment... Il y a de la violence, il y a des attaques, il y a des vengeances, c'est un gros bordel et Tupac baigne là-dedans. Mais à côté de ça, il continue à faire son bonhomme de chemin, il travaille sur sa musique, il continue à être engagé dans les mouvements qui l'intéressent, c'est-à-dire la protection de la justice, la prise en compte du respect des droits des Afro-Américains. Mais en parallèle, à côté de ça, il baigne quand même dans la violence, il a été accusé quand même de plusieurs trucs graves, il a fait de la prison, il a été attaqué plusieurs fois. Bref, dans la vie de Tupac, comme je vous l'ai dit, il y a du bon comme du mauvais. Et bien sûr, autant de notoriété et de conflits, ça amène des risques et c'est comme ça qu'on va malheureusement en arriver au jour de la mort de Tupac. Faut dire que Tupac était droit et quand on était son pote, on était son pote. Et ce soir-là, en fait, il se trouvait avec un ami qui avait été attaqué quelques mois plus tôt par un gang rival, donc le gang des Crips, dans un Footlookers. Ce soir-là, on est le 7 septembre 1996 à Las Vegas. Et Tupac part assister au match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Sheldon au MGM Grand à Las Vegas, qui est en fait un hôtel casino super luxueux dans lequel se déroule le match de boxe. Quand ils vont sortir du match, un de ses potes va repérer Orlando Baby Lane Anderson, qui est justement une des personnes qui attaquait le fameux pote de Tupac qui s'est fait attaquer dans ce Footlookers pour être volé par le gang des Crips. Quand Tupac va voir ça, ses potes ont même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé, qu'il se sera déjà jeté sur Orlando, et là ça va partir en bagarre générale, étant donné que les potes de Tupac, quand ils vont voir qu'il va foncer sur Orlando, vont s'en mêler et aller le défendre, et donc ça va partir en grosse baston en plein milieu de l'hôtel. Je sais pas comment se finit la bagarre, mais en tout cas ce que je sais, c'est qu'après qu'ils aient fini de se taper dessus, Tupac devait aller avec Suge, donc son manager, au club 662. Donc tout le monde va monter dans une BM noire et Tupac, avant de partir, va demander à son garde du corps de conduire la voiture de sa petite amie de l'époque et de les suivre juste au cas où, si à la sortie de la boîte, ils auraient un peu trop bu. Comme ça, ils ont un véhicule bis pour pouvoir rentrer à la maison en sécurité et sans se faire arrêter par la police. Donc c'est ce qui va se passer. Le petit groupe va partir en direction de la boîte de nuit 662, une partie du groupe avec Tupac dans la BM noire et le garde de corps qui suit à l'arrière. À 22h55, on va prendre une dernière photo de Tupac, celle que vous êtes en train de voir en ce moment, parce qu'à un feu rouge, il va baisser sa vitre et un photographe va prendre cette photo et ce sera donc la dernière photo du vivant de Tupac.
10 minutes plus tard, donc à 23h05, le petit convoi va se faire arrêter par la police de Las Vegas à vélo pour la raison de sono trop forte. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait péter le son à fond dans la voiture, les policiers vont les arrêter et ils vont se rendre compte au passage que la voiture de Tupac n'a pas de plaque d'immatriculation. Donc me demandez pas pourquoi ils les avaient enlevés, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est qu'après la fusillade qui va se passer plus tard dans la soirée, on retrouvera les fameuses plaques dans le coffre de la voiture de la BM. Mais quand les flics vont reconnaître que c'est Tupac et sa bande, ils vont pas les arrêter, ils vont même pas leur mettre une amende, ils vont juste leur dire de baisser le son et les laisser repartir. Il est 23h10, donc 5 minutes plus tard, quand le convoi va de nouveau s'arrêter à un feu rouge. Et cette fois, Tupac va se mettre à parler à deux petites nénettes qui sont juste à côté d'eux dans la voiture au feu rouge, elles aussi arrêtées. Et donc Tupac va sortir par la fenêtre du toit ouvrant de la voiture, donc il y aura la moitié du corps à l'extérieur et la moitié du corps à l'intérieur de la voiture, et il va se mettre à parler aux filles qui sont juste à côté. Il va flirter un peu avec elles, il va leur proposer de venir boire un petit verre au club 662 où ils sont tous en train de se rendre, et parler comme ça pendant quelques minutes avec les filles. Et d'un coup, il y a une Cadillac blanche qui va s'approcher de la BM côté passager, baisser une fenêtre et tirer une rafale de coups de feu à moins de 4 mètres de la voiture. Tupac à ce moment-là est touché 4 fois, dont 2 balles à la poitrine qui seront mortelles puisqu'une de ces balles a ricoché dans le poumon droit de Tupac. Une autre balle va lui transpercer le bassin, une autre balle la main droite et encore une autre balle va le toucher à la cuisse. Sooj, quant à lui, sera blessé à la tête par des fragments de balles et les éclats de verre, et il avait tellement mal à cause de la balle qui lui avait frôlé la tête qu'il pensait qu'il avait carrément pris dans la tête et qu'elle s'était logée à l'intérieur de sa boîte crânienne. Mais en réalité, après l'examen, on va se rendre compte que non, il a juste été effleuré et la douleur vient de là. Donc là, tout le monde va arriver sur place, les policiers, les ambulances. Tupac, bien sûr, va être pris en charge par les ambulanciers et emmené directement à l'hôpital de l'Université Center de Las Vegas en urgence vitale. Sooj, lui aussi, est emmené à l'hôpital, même s'il est légèrement blessé, il faut quand même le recevoir pour voir s'il n'y a pas quelque chose de plus grave et passer un examen à la tête de Sooj pour voir s'il a seulement été frôlé ou s'il y a bel et bien une balle qui s'est logée dans son crâne. Et dans le même laps de temps, donc pendant que Tupac va partir à l'hôpital, la maison de disques va recevoir des menaces de mort pour Tupac, disant que quelqu'un va venir carrément l'achever à l'hôpital. Là, les producteurs vont paniquer et vont donc demander des renforts à la police pour venir protéger Tupac à l'hôpital. Les policiers à ce moment-là sont en sous-effectif et ils vont clairement dire à la maison de production qu'ils ne peuvent absolument pas intervenir, ils peuvent pas envoyer quelqu'un pour protéger Tupac, ils ont déjà pas assez de monde, on est à Las Vegas, imaginez, Las Vegas en sous-effectif, voilà quoi, s'il y a pas un meurtre, ils se déplacent pas les gars, et là en l'occurrence c'est seulement des menaces de mort, donc ils se déplaceront pas. Pendant ce temps-là, Tupac est dans un état critique à l'hôpital, on l'a mis sous respirateur, on l'a carrément maintenu dans le coma, et on essaye de le soigner tant bien que mal. Bien sûr, pour engrainer la légende de Tupac, certaines personnes diront que même après s'être prise des balles, après cette fusillade-là, encore une fois, Tupac avait essayé de se lever de son lit, qu'il avait parlé, mais tout ça, ça va être totalement démenti par sa maman et les personnes qui étaient présentes à l'hôpital ce soir-là. Ils diront que Tupac était vraiment dans le coma, il était sous respirateur, il était dans un coma artificiel, il était réellement entre la vie et la mort, il a absolument pas bougé de son lit. Tupac va passer au bloc et on va devoir lui enlever le poumon droit qui avait été touché par la balle, puisque la balle avait, comme je vous l'ai dit, rebondi à l'intérieur du poumon et que les médecins ne peuvent pas le sauver tellement l'hémorragie est importante. Et au passage, pour pousser un peu plus dans l'horreur, on va lui enlever un doigt, donc on va l'amputer d'un doigt parce qu'il s'est pris une balle dans la main et que ça a partiellement amputé son doigt et que le doigt non plus on ne pourra pas le sauver, tout comme le poumon, donc on enlèvera les deux pendant l'opération. Malgré tout ça, Tupac va s'accrocher et va lui donner 50% de chance de survie, ce qui dans son état est déjà pas mal, donc les médecins ont un petit espoir que Tupac arrive à s'en sortir. Mais il a beau s'être accroché comme un beau diable, le 13 septembre 1996, donc 6 jours après l'attaque extrêmement violente qu'ils ont subie, Tupac va finir par faire une grave hémorragie interne et sa maman Afeni va demander au médecin de ne pas s'acharner quand elle voit qu'il n'arrive pas à résorber l'hémorragie et qu'elle comprend que son fils est déjà parti.
Tupac sera incinéré le lendemain de son décès après avoir subi une autopsie. Et là, vous imaginez bien que ça va faire une polémique immense parce que beaucoup de personnes vont se demander comment ça se fait que Tupac a été incinéré aussi rapidement. En fait, on va carrément se demander comment ça se fait que l'autopsie et l'incinération ont été aussi rapides. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de polémique à avoir, ils ont juste respecté les vœux de la maman de Tupac et de Tupac lui-même, et donc ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, entre guillemets, le plus rapidement possible. À côté de ça, il y a une autre légende qui va sortir, et celle-là, elle est quand même balèze. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a une partie des cendres de Tupac qui vont être prises pour être deux options, soit mélangées à une substance verte qui se fume et qu'on appelle cigarette qui fait rire quand on veut pas dire le vrai nom sur YouTube pour pas se faire striker. Donc là, il y a la première théorie qui dit qu'en fait, ses potes ont fumé Tupac en mettant des cendres dans leur club qui font rire en l'honneur de Tupac pour l'avoir toujours avec eux et au fond d'eux jusqu'à la fin de leur vie. La deuxième option, pour exactement la même raison, c'est-à-dire garder Tupac pour toujours avec eux, on dira que ces cendres ont été répandues sur des plantes de la fameuse plante qui fait rigoler quand on la fume, et que donc une fois que la plante a poussé, les potes de Tupac ont récupéré les feuilles et les ont fumées. Ça reste une légende, bien sûr, avec une vie aussi controversée, une personne aussi célèbre, autant de rumeurs lancées tout au long de sa vie, qu'elles soient vraies ou fausses, fallait bien que même sur sa mort, il y ait un truc comme ça. Là, on se dirait qu'avec un meurtre aussi violent en plein milieu des rues de Las Vegas et concernant une personne aussi célèbre que Tupac, l'enquête allait aller vite et qu'on allait trouver les criminels assez rapidement. Et ben pas du tout. En réalité, les enquêteurs vont bien essayer de faire leur boulot, mais c'est très compliqué. Il a été tué à partir d'une voiture qui roulait. Il n'y a pas beaucoup de preuves, mis à part essayer de récupérer je ne sais quoi sur la route comme, je sais pas, des traces de roues, ou alors éventuellement de la gomme de pneu, ou je sais pas moi, de l'huile qui viendrait d'un moteur qui serait tombé. Mais vraiment, c'est quasiment impossible à récupérer, donc ils ont aucune preuve matérielle qui pourrait les amener à un potentiel meurtrier. Vous me direz, en soi, il y a des caméras à Las Vegas, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, Tupac avait enlevé les plaques de sa voiture. Donc, le meurtrier a fait la même chose. En fait, on n'a jamais retrouvé cette bagnole, on n'a jamais retrouvé ses occupants. Du moins, je vous le savais, jusqu'à récemment. Le truc au niveau des suspects, là, c'est que ça peut être très compliqué. Ça peut être une personne qui vient de Las Vegas, qui aurait attaqué Tupac à Las Vegas, mais ça peut être aussi une personne qu'il connaît d'une autre ville, qui savait que Tupac serait à telle heure, tel jour, tel endroit, dans telle ville, et aurait fomenté une attaque pour tuer Tupac. Donc concrètement, il y a trop de suspects potentiels, les caméras, il y en a pas, des preuves, il y en a pas, donc l'enquête va complètement s'enliser. Et là, forcément, il y a des théories qui vont sortir un peu de partout. Vu que les enquêteurs avancent pas, les enquêteurs indépendants, eux, vont essayer d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé ce soir-là et de proposer des théories. Et une de ces théories, c'est qu'un autre rappeur, qui était un pote de Tupac à l'époque et qui est devenu par la suite son ennemi juré et qui s'appelle Biggie, aurait voulu le tuer. Et Biggie lui-même s'est fait tuer 2 mois seulement après la mort de Tupac. Pour la mort de Biggie, il y a 2 options. C'est soit des gens qui connaissaient Tupac, qui croyaient vraiment à la théorie que Biggie avait fait tuer leur pote, se seraient vengés en le faisant descendre, et là honnêtement c'est possible, ou alors la mort de Biggie n'a rien à voir avec l'histoire de Tupac et il est juste mort à cause d'une autre histoire. En tout cas, la famille de Biggie niera totalement son implication et rien ne pourrait le prouver dans tous les cas. En tout cas, que ce soit le meurtre de Biggie ou le meurtre de Tupac, ça va créer un sacré bazar. Ça va carrément réveiller la violence entre les gangs et attirer l'attention d'un cinéaste anglais qui s'appelle Nick Broomfield et qui va faire un documentaire qui s'appellera Biggie et Tupac, dans lequel il va carrément aller donner la parole aux proches des 2 rappeurs, aux témoins que la police n'a pas voulu entendre sans vraiment de raison. Et au passage, dans son documentaire, il va dénoncer le fait qu'il n'y ait aucune avancée dans ces 2 affaires. Pendant le tournage, un des amis d'enfance de Tupac, qui s'appelle Yaki Khalifa, dira qu'il peut identifier les tueurs de Tupac parce qu'il était dans le convoi et qu'il a tout vu. Et lui aussi sera abattu, comme par hasard, quelques semaines après qu'il ait divulgué cette information, sans pour avoir malheureusement eu le temps de divulguer les noms des personnes qu'il pensait coupables de la mort de Tupac.
D'autres théories diront que Tupac avait commencé à développer un penchant pour la politique et que pendant son incarcération, il avait commencé à penser à créer un mouvement politique qui n'aurait pas du tout plu à la politique qui était actuellement en place et que c'est pour ça qu'il aurait été tué. Pour éviter que les foules le suivent, qu'il y ait un soulèvement et que de nouvelles idées favorisant le petit peuple plutôt que l'élite soient mises en place. Autrement dit, il aurait été tué par des élus, par des gens haut placés, pour éviter que leur mode de vie change. Le nom du mouvement politique qu'il était en train de créer, il l'avait déjà choisi, et ça aurait été Machiavelli The Don Killuminati, et c'est pour ça que son surnom les derniers temps de sa vie était Machiavelli. En tout cas, vous l'avez compris, des théories, il y en a beaucoup. Mais par contre, l'enquête n'avance absolument pas, ce qui fait qu'on va arriver en 2021 et que cette année-là, la police de Los Angeles va déclarer qu'ils vont fermer l'enquête définitivement, ils la clôturent, ils expliquent que ça leur a pris un temps de dingue d'enquêter là-dessus, ça leur a coûté énormément d'argent et ils ont rien pu prouver du tout. Donc ils ont décidé d'annoncer officiellement la fermeture de l'enquête sur la mort de Tupac. Le meurtre de Tupac aurait donc pu rester un cold case, mais cette année, donc en 2023, les choses ont changé et c'est pour ça que je sors cette vidéo. On est donc en 2023 et une personne va être arrêtée. Cette personne s'appelle Duane Davis et il a 60 ans. En fait, dans sa jeunesse, il était le chef du gang des Crips, donc le gang avec lequel Tupac était régulièrement en embrouille, et ce soir-là, il était carrément le chauffeur de la Cadillac blanche à partir de laquelle les coups de feu qui ont tué Tupac sont partis. À l'époque, le neveu de Duane, donc Orlando, donc la personne sur laquelle Tupac était tombé après la sortie du match de boxe et qui avait agressé son ami quelques mois plus tôt dans le Foot Lookers, apparemment aurait un peu chopé la mort après s'être fait agresser et aurait participé lui aussi à la fusillade étant donné qu'il était dans la Cadillac placé à l'arrière, l'endroit comme par hasard d'où étaient venus les coups de feu qui ont tué Tupac. Mais une enquête, ça prend du temps. Orlando n'a pas avoué, encore une fois, on n'avait pas de preuves, et Orlando sera tué lui aussi 2 ans après la mort de Tupac, toujours en clamant son innocence, donc on ne pourra pas prouver que c'est lui qui avait bel et bien tiré sur la BM noire du gang de Tupac ce soir-là. Mais ça, c'était sans compter sur Super Tonton Duane, qui va finir par être assez bête pour s'auto-balancer dans son autobiographie qu'il va publier en 2019 et dans laquelle il dira clairement avoir été le chauffeur de la Cadillac blanche qui est impliqué dans le meurtre de Tupac. Et forcément, en s'accusant d'être le conducteur, il s'implique dans le meurtre, donc il s'implique d'une complicité de meurtre, et les policiers vont sauter sur l'occasion pour pouvoir aller fouiller un peu sa vie et l'arrêter. Mais en réalité, Duane aurait pu être arrêté bien avant. En réalité, il aurait pu être arrêté 10 ans avant, donc en 2009. Parce que déjà en 2009, il avait avoué avoir participé au meurtre de Tupac et il avait bénéficié d'un accord de protection de la part de la police. Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, les policiers ont accepté de ne pas se servir des informations qu'il venait de dévoiler. Et j'avoue que je comprends pas trop la logique là-dedans, parce que s'il fait partie des personnes qui ont tué Tupac et qu'il a avoué, il aurait dû payer et donc partir en prison. Et là, en l'occurrence, il a été protégé, on a caché ses infos et il est resté libre pendant 10 ans. Mais il a été finalement assez bête pour écrire un livre et se balancer tout seul comme étant le chauffeur de la Cadillac. Et le résultat des courses, c'est qu'il a fini en prison 27 ans après le meurtre pour complicité dans le meurtre de Tupac. Ce qu'on apprendra sur Duane après son incarcération, c'est qu'il a grandi lui aussi dans un milieu très défavorisé. Il a grandi à Watts en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, au milieu des histoires de gangs, de drogue, de meurtres, de violence, et il a été éduqué avec 11 frères et sœurs, donc vous imaginez bien dans une pauvreté extrême qui n'a absolument pas facilité les choses pour lui. Et puisque tout le monde dans son quartier usait de violence pour avoir ce qu'il voulait, il a fait comme tout le monde autour de lui, et lui aussi s'est mis à faire des braquages, des vols, des agressions, et tout ça va le mener en prison entre 1985 et 1989. Donc pour résumer, finalement, la mort de Tupac, c'est tout simplement Orlando qui faisait partie des Crips, qui a agressé un pote de Tupac dans un Foot Lookers. Tupac qui lui faisait partie du gang des Mob Piru, qui était l'ennemi juré des Crips, a croisé Orlando juste après le match de boxe.
l'a agressé en vengeance de l'agression du Foot Lockers. Et après s'être fait agresser dans l'hôtel super luxueux où il y avait eu le match de boxe, Orlando a chopé la mort, a prévenu son gang, dont son tonton Dwayne. Ils se sont débrouillés pour avoir la Cadillac blanche, des flingues, et ils sont partis agresser Tupac et ils ont fini par le tuer. La réalité de l'agression, c'est ça. Orlando est mort avant d'avoir pu être inculpé, mais on est quasiment sûr que c'est lui qui a tiré, même si on pourra jamais le prouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dwayne, lui, va aller en prison pour les meurtres. C'est le dernier des personnes qui étaient dans la voiture au moment de l'attaque à être encore vivant, et il va payer pour tout le monde. Donc au bout de plus d'un quart de siècle, les policiers vont pouvoir enfin clore cette enquête, en sachant qu'elle leur a fait s'arracher les cheveux de la tête, tellement on leur mettait la pression pour arriver à trouver les agresseurs de Tupac, et eux ils avaient aucune preuve, ils nageaient complètement dans la semoule. Donc autant vous dire que d'avoir réussi à trouver au moins une personne, c'est déjà pas mal. On a inculpé quelqu'un, on a réglé l'histoire, c'est plus un cold case, je pense qu'ils sont contents là. Après sa mort, effectivement Tupac a bien été incinéré, mais contrairement à ce que la légende dit, ses cendres n'ont pas été fumées par ses potes, mais bel et bien récupérées par sa maman, qui va aller verser une partie de ses cendres sur sa terre natale à elle, en Caroline du Nord, et une autre partie qu'elle déversera avec les amis de Tupac sur une plage isolée de Malibu. La cérémonie de Tupac a consisté, comme l'avait demandé sa maman, à apporter des objets qui étaient chers à Tupac, des choses qu'il avait aimées dans sa vie, et les jeter dans l'océan en même temps que ses cendres, afin qu'il puisse en profiter pour toujours au milieu de l'océan. Donc on lui a jeté des ailes de poulet, ses ailes de poulet préférées, son cognac préféré, donc le cognac Hennessy, et des photos de lui. Tupac est mort à 25 ans. C'était quelqu'un d'engagé qui avait des idées de paix et qui malheureusement a dû faire face à la violence dans sa vie, comme beaucoup de personnes aux États-Unis. Et tout ça à cause des gangs, de la violence, des armes qui traînent de partout et de la banalisation de tout ça. Et c'est dommage parce que ça aurait pu devenir quelqu'un d'important pour les futures générations, parce que ses textes étaient profondément engagés et qu'à force, il aurait peut-être pu faire évoluer les mentalités dans une vision un peu moins violente et plus égalitaire du monde. Et c'est comme ça que finit la triste histoire de Tupac. Le mot de la fin, c'est que c'est une histoire extrêmement triste. Il est mort très jeune, alors que c'était un touche-à-tout vraiment. Au niveau de l'art, il touchait réellement à tout, comme je vous l'ai dit, le théâtre, le cinéma, la poésie, le rap. Je pense réellement qu'il aurait pu aller loin. Il était intelligent, engagé, il avait un grand cœur. Il avait un côté sombre, bien entendu, forcément entraînant dans un gang et en ayant des gardes-gangs au milieu, ça facilite pas le côté zen et la non-violence. Mais en attendant, Tupac avait l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, profondément. Et franchement, c'est horrible comme mort, se prendre 5 balles, finir de cette façon. Il avait déjà pris 5 balles avant ça. Il avait été déjà attaqué à multiples reprises. Honnêtement, il a survécu plusieurs fois. Et là, cette fois, malheureusement, il s'en est pas sorti. Bon, pour les puristes, j'espère que je me suis pas trompé ni dans les dates, ni dans les noms, que j'ai pas écorché de noms de villes ou de noms d'albums ou je ne sais quoi. Si c'est le cas, je vous rappelle, soyez cool dans les commentaires. Pour les autres, j'espère que l'histoire vous aura intéressé malgré le fait que je pense que tout le monde la connaît, mais j'espère que le résumé que je vous ai fait vous aura quand même intéressé. Je vous rappelle de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait. J'attends vos avis dans les commentaires. Éventuellement, si vous avez des infos que je n'ai pas mis dans l'histoire et que vous voulez les partager dans les commentaires, ce sera un réel plaisir. Il y a certainement des infos sur lesquelles j'ai dû passer ou alors que j'ai carrément pas trouvé dans mes recherches. Donc ce serait toujours intéressant de lire de nouvelles informations sur cette histoire. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit résumé dans les commentaires si le cœur vous en dit. Et en attendant la vidéo de vendredi prochain à 18h30, prenez bien soin de vous.